Les chiffres que personne n'ose citer font exploser en quelques secondes l'histoire confortable que l'on raconte depuis des décennies. Deux chars mythiques, présentés comme opposés par nature, révèlent soudain une vérité bien plus dérangeante. Derrière l'image du T-34 prétendument simple et de la Panthère supposément trop complexe, se cache une réalité industrielle, humaine et militaire qui n'a rien d'héroïque et encore moins de romantique. Lorsque la guerre s'étend à l'Est, deux machines apparaissent rapidement comme des symboles absolus. Le T-34 côté soviétique et la Panthère côté allemand sont souvent décrits comme des réponses différentes au même problème. L'un serait rustique, bon marché et produit en masse, l'autre sophistiqué, coûteux et fabriqué en trop petit nombre. Cette opposition est répétée sans nuance dans les livres, les documentaires et même dans certaines analyses académiques. Pourtant, dès que l'on quitte le terrain des slogans pour entrer dans celui des archives, cette construction intellectuelle commence à se fissurer. Comparer ces chars par leur prix n'a aucun sens réel. Ils naissent dans des systèmes économiques, politiques et industriels radicalement différents. Les monnaies ne sont pas comparables, les structures salariales non plus, et les logiques de planification opposent deux mondes. Il existe cependant un indicateur commun, froid et brutal, qui ne ment pas. Il s'agit du temps de travail humain nécessaire pour produire une machine complète. Ce chiffre, bien plus que le coût affiché sur le papier, révèle la réalité de l'effort industriel. Selon les documents de l'usine MAN cités par l'historien Walter Spielberger, la fabrication d'une Panthère nécessitait environ 2000 heures de travail humain. Ce chiffre ne provient pas d'une estimation vague, mais de rapports internes détaillés. En face, Nikolai Voznesensky, l'un des principaux architectes de l'économie soviétique et président du Gosplan, écrivait après la guerre que la production d'un T-34 demandait environ 8000 heures de travail en 1941, avant de descendre à environ 3700 heures en 1943. Cette réduction spectaculaire est souvent présentée comme un triomphe industriel absolu. Elle l'est en partie, mais elle a un prix. La baisse des heures de travail ne résulte pas seulement de l'optimisation des processus ou de l'expérience accumulée. Elle s'accompagne d'une simplification extrême, parfois brutale, et d'un effondrement du contrôle qualité. Les usines déplacées à l'Est travaillent dans des conditions précaires, avec une main-d'œuvre souvent nouvellement formée, parfois épuisée, et une pression constante pour livrer toujours plus vite. Cette course contre le temps transforme le char en produit sacrificiel, conçu pour être remplacé presque aussi vite qu'il est perdu. Les conséquences apparaissent rapidement sur le front. En avril 1942, le chef de la direction principale des forces blindées de l'Armée rouge adresse une lettre alarmante au commissariat à l'industrie des chars, avec copie à Staline. Il y décrit des défauts graves et récurrents. Les équipages sont à l'étroit, la visibilité est mauvaise, les tourelles se bloquent parfois en tir, les réservoirs présentent un risque d'incendie, l'évacuation rapide est difficile, la ventilation est insuffisante et la durée de vie des moteurs est jugée trop faible. Le constat est sans appel. Les équipages ne font pas confiance à leur propre char et craignent de le perdre à cause de défauts internes plutôt que sous le feu ennemi. La réaction du sommet est brutale. Staline lui-même qualifie certains chars sortant d'usine de honte pour l'industrie soviétique. Cette formule, restée célèbre, montre à quel point la situation est critique. Pourtant, malgré cette lucidité ponctuelle, la logique de la quantité reste prioritaire. Il faut des chars immédiatement, peu importe leur état réel, car la guerre ne laisse aucun répit. Pendant ce temps, la Panthère arrive sur le champ de bataille avec ses propres défauts, notamment lors des premières séries. Problèmes mécaniques, jeunesse du modèle et mise au point incomplète coûtent cher lors des débuts. Toutefois, la différence fondamentale réside ailleurs. Le niveau de finition industrielle reste globalement élevé, même sous pression. Les taux de défauts catastrophiques observés ailleurs ne deviennent pas la norme. La machine n'est pas parfaite, mais elle est conçue pour durer plus longtemps que quelques engagements. Ainsi, dès cette première comparaison, le mythe commence à se fissurer. La simplicité supposée du T-34 n'est pas synonyme d'efficacité maîtrisée, et la complexité attribuée à la Panthère
ne signifie pas nécessairement lenteur ou inefficacité industrielle. Ce qui se dessine, c'est une opposition bien plus dérangeante, où chaque char reflète moins une philosophie technique qu'une contrainte imposée par son système de production et par l'urgence absolue de la guerre. Lorsque l'on quitte enfin les discours généraux pour observer ce qui se passe réellement sur le front, le contraste devient encore plus violent. La DIR ne juge pas les chars sur leurs fiches techniques ni sur les intentions de leurs concepteurs, mais sur leur capacité à rester opérationnels jour après jour. Et sur ce terrain, les deux légendes entrent dans une phase d'attrition qui détruit rapidement toute vision idéalisée. Du côté soviétique, le T-34 est engagé à une échelle rarement égalée. Il ne s'agit pas de combats ponctuels, mais d'une consommation industrielle de blindés. Les unités reçoivent des chars presque aussi vite qu'elles les perdent. Les chiffres globaux sont vertigineux. Pendant toute la guerre, l'armée rouge perd des dizaines de milliers de véhicules blindés, dont une majorité de chars moyens. Cette hémorragie ne peut pas être expliquée uniquement par la violence des combats. Elle reflète aussi une doctrine qui accepte implicitement la perte massive de matériel comme un coût normal de l'offensive. Les équipages sont souvent jetés au combat avec une formation accélérée. Beaucoup découvrent leurs chars presque en même temps que le champ de bataille. Dans ces conditions, la moindre faiblesse mécanique devient un facteur de destruction. Une panne de transmission, un moteur à bout de souffle ou une tourelle bloquée transforment le char en cible immobile. La frontière entre perte au combat et perte non combattante devient floue. Dans les statistiques, tout disparaît dans une même colonne, mais sur le terrain, la différence est vécue de manière cruelle par les équipages. À l'inverse, la Panthère est engagée dans un cadre bien plus contraint numériquement. Elle n'est jamais disponible en masse suffisante pour saturer le front. Chaque perte compte immédiatement. Cela impose une utilisation plus prudente, parfois même trop prudente, dictée par la rareté de la machine et par les contraintes logistiques. La Panthère est souvent envoyée sur les secteurs les plus dangereux, là où la situation est déjà critique. Cette concentration sur les points chauds augmente mécaniquement les pertes, mais elle montre aussi la confiance placée dans ses capacités tactiques. Cependant, un autre ennemi commence rapidement à peser plus lourd que l'adversaire direct. Il s'agit du carburant. À mesure que la guerre progresse, les ressources énergétiques deviennent un goulet d'étranglement majeur. Les chars existent sur le papier, sortent parfois des usines, mais ne peuvent pas toujours être engagés. Les unités doivent attendre, économiser, limiter les déplacements. La mécanique souffre de cette immobilité forcée. Un char moderne ne supporte pas bien l'abandon prolongé, surtout dans des conditions climatiques extrêmes. Cette situation entraîne un phénomène rarement mis en avant dans les récits populaires. Un nombre croissant de panthères sont perdues sans avoir été détruites par l'ennemi. Une panne mineure, une avarie banale, devient irréversible faute de carburant pour l'évacuation ou de pièces détachées pour la réparation. Les équipages reçoivent alors un ordre glaçant, mais rationnel: détruire leurs propres chars. Ainsi, une machine intacte du point de vue balistique disparaît définitivement des effectifs. Pendant ce temps, la production continue malgré tout. Les chiffres montrent que, pendant une longue période, la sortie d'usine parvient à compenser les pertes, même sous les bombardements alliés. Cette réalité dérangeante contredit l'idée d'un effondrement industriel rapide. La Panthère n'est pas victime d'une incapacité à produire, mais d'un contexte stratégique qui l'empêche d'être utilisée pleinement. La machine survit à l'usine, mais pas à la guerre moderne qui l'entoure. En face, le T-34 continue d'affluer vers le front. La logique reste implacable. Tant qu'un char peut avancer et tirer, même brièvement, il remplit sa mission. Sa durée de vie n'est pas pensée en mois, mais parfois en jours. Cette approche permet de maintenir une pression constante, mais elle se paie par une accumulation de pertes humaines et matérielles qui dépasse largement l'imaginaire collectif. Ainsi, la comparaison bascule sur un terrain beaucoup plus inconfortable. La question n'est plus de savoir quel char est théoriquement supérieur, mais quel système accepte le mieux de sacrifier ses machines et ses équipages. Les deux légendes ne s'opposent plus comme des chefs-d'œuvre techniques, mais comme des instruments usés par une guerre totale qui ne laisse aucune place à la perfection. À mesure que la guerre s'étire, le champ de bataille ne se limite plus aux plaines et aux forêts de l'Est.
Il s'étend désormais aux usines, aux voies ferrées et aux dépôts de carburant. C'est là que la comparaison entre la Panthère et le T-34 prend une tournure décisive, loin des duels de chars et des récits héroïques. La réalité industrielle devient une arme à part entière, et parfois la plus destructrice. À partir de 1943, l'industrie allemande entre dans une phase paradoxale. Les bombardements alliés s'intensifient, frappant les centres de production, les transports et les raffineries. Logiquement, on s'attendrait à un effondrement rapide de la production de chars. Or, les chiffres racontent une autre histoire. Malgré les attaques aériennes, la fabrication de Panthers augmente sur une période prolongée. Cette progression n'est pas un miracle, mais le résultat d'une centralisation extrême, d'une standardisation accrue et d'un effort industriel poussé jusqu'à ses limites humaines. Les chaînes de montage sont rationalisées, certaines opérations sont simplifiées, et les cadences sont maintenues à un niveau qui défie la logique en temps de guerre. Cette performance industrielle est souvent ignorée, car elle ne correspond pas au récit d'une machine trop complexe pour être produite efficacement. En réalité, la Panthère est pensée dès sa conception pour un appareil industriel précis, doté d'une culture technique élevée et d'un outillage moderne. Dans ce cadre, elle devient étonnamment rapide à assembler. Mais cette réussite cache une fragilité structurelle. Produire un char n'est qu'une partie du problème. Le faire combattre durablement en est une autre. À partir de 1944, le véritable effondrement ne vient pas des usines, mais du manque de carburant. Les chiffres de production de carburant liquide chutent brutalement. Les stocks fondent plus vite que les chars ne sortent des chaînes. Le résultat est implacable. Des unités blindées existent sur le papier, parfois même dans les parcs, mais elles ne peuvent pas être engagées quand la situation l'exige. Cette pénurie transforme l'emploi de la Panthère en une suite d'interventions ponctuelles. Les chars sont engagés non pas selon les besoins tactiques, mais selon les rares fenêtres logistiques disponibles. Une offensive est retardée faute de carburant, une contre-attaque est annulée, une percée n'est pas exploitée. La guerre mécanisée perd sa fluidité. Les Panthers deviennent des réserves statiques, économisées comme des ressources rares, alors qu'elles ont été conçues pour manœuvrer. Dans le même temps, la qualité matérielle commence à se dégrader. Le manque de métaux d'alliage affecte les blindages. Les aciers deviennent plus fragiles, les performances balistiques varient et la résistance aux impacts diminue. Ce phénomène est progressif, mais réel. La Panthère de la fin de la guerre n'est plus exactement celle des premières séries abouties. Pourtant, même affaiblie, elle reste dangereuse, ce qui explique pourquoi elle continue d'être envoyée sur les secteurs les plus critiques, souvent au prix de pertes élevées. De l'autre côté du front, l'industrie soviétique évolue dans un environnement radicalement différent. Les usines, à l'abri des bombardements stratégiques, fonctionnent à plein régime. Le T-34 continue d'être produit en quantité massive. Les améliorations existent, mais elles sont toujours subordonnées à la facilité de fabrication et à la vitesse de sortie. La logique reste constante, maintenir le flux, quoi qu'il en coûte. Cette continuité donne une impression de solidité industrielle, mais elle masque un autre type d'usure, plus silencieuse. Les chars sont disponibles, le carburant l'est généralement aussi, mais la durée de vie opérationnelle reste limitée. Les réparations de campagne sont souvent sommaires, les remises en état rapides et les retours en usine rares. Le T-34 n'est pas conçu pour être choyé, il est conçu pour être remplacé. Cette philosophie permet de soutenir l'offensive, mais elle génère un volume de pertes qui dépasse largement celui de l'adversaire, même lorsque l'avantage stratégique est acquis. À ce stade de la guerre, la comparaison devient cruelle. La Panthère n'est pas vaincue par une incapacité industrielle, mais par un environnement stratégique qui l'asphyxie. Le T-34, lui, survit grâce à une production massive, mais au prix d'une consommation quasi continue de machines et d'équipage. Les deux légendes avancent encore, mais elles sont déjà épuisées, chacune à sa manière, par une guerre qui ne récompense ni la sophistication isolée, ni la simplicité brutale. À la toute fin du conflit, lorsque les lignes se disloquent et que la logique militaire cède la place à la survie, la destinée de la Panthère et du T-34 bascule dans une zone rarement évoquée. Ce n'est plus la bataille, ni même la production qui décide de leur sort.
mais l'effondrement global des systèmes qui les soutenaient. À ce stade, la guerre des chars devient une guerre contre le temps, l'usure et l'abandon. Sur le front de l'Est, les unités allemandes reculent presque en permanence. Les panthères encore opérationnelles sont souvent contraintes de parcourir de longues distances sans certitude de ravitaillement. Une panne mineure, un galet endommagé, une fuite de carburant suffisent à condamner un char. Les véhicules de dépannage manquent de carburant, eux aussi. Résultat, des panthères intactes sont sabotées par leurs propres équipages, incendiées ou dynamités pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi. Ces pertes n'apparaissent pas toujours dans les statistiques classiques, mais elles deviennent massives à partir de la fin de 1944. Ce phénomène change radicalement la perception de la panthère. Sur le papier, elle existe encore en nombre significatif. Dans la réalité, une part croissante de ces chars ne combat plus. Ils meurent immobiles, sans avoir tiré un coup de canon, victimes d'une guerre logistique perdue. Le paradoxe est cruel. Un char conçu pour dominer le champ de bataille finit par être détruit faute de pouvoir simplement se déplacer. Du côté soviétique, la situation est différente, mais tout aussi implacable. Les offensives finales consomment le T-34 à un rythme vertigineux. Les distances parcourues sont énormes, les axes encombrés, les équipages épuisés. Les chars avancent parfois sans reconnaissance suffisante, car la vitesse stratégique prime sur la prudence tactique. Les pertes explosent, non seulement sous le feu ennemi, mais aussi à cause des accidents, des pannes et de l'usure extrême des matériels. Cependant, contrairement aux unités allemandes, les formations soviétiques peuvent généralement remplacer rapidement leurs pertes. Un T-34 détruit est souvent remplacé en quelques jours. Un équipage perdu est remplacé plus lentement, parfois par des soldats à la formation minimale. Cette dynamique crée une illusion de supériorité mécanique absolue, alors qu'elle repose en réalité sur une capacité à absorber des pertes que peu de pays auraient pu soutenir. À ce stade, comparer la Panthère et le T-34 uniquement comme des machines n'a plus beaucoup de sens. Elles deviennent les reflets de deux systèmes à bout de souffle. L'une meurt parce qu'elle ne peut plus être employée, l'autre survit parce qu'elle peut être sacrifiée sans interruption. Ni l'une ni l'autre n'incarnent la victoire parfaite que la mémoire collective leur attribuera plus tard. Après la guerre, le mythe prend le relais. La Panthère est érigée en symbole du char technologiquement supérieur, saboté par des circonstances extérieures. Le T-34 devient l'icône de la simplicité victorieuse, de la machine rustique qui a écrasé l'ennemi par le nombre. Ces récits opposés rassurent, car ils offrent des explications claires et confortables. Ils évitent une vérité plus dérangeante. Cette vérité, c'est que la guerre industrielle ne récompense ni la perfection technique isolée, ni la production aveugle. Elle broie les machines comme les hommes et transforme chaque succès en détriture. La Panthère n'a pas échoué parce qu'elle était trop avancée. Le T-34 n'a pas triomphé parce qu'il était parfait. Tous deux ont été utilisés jusqu'à l'épuisement, dans des conditions où aucune machine ne pouvait réellement gagner. Et c'est peut-être là que réside la dernière ironie. Aujourd'hui encore, on continue de débattre pour savoir lequel était le meilleur. Mais la question la plus troublante n'est pas laquelle de ces légendes était supérieure. C'est de comprendre pourquoi, malgré toutes les leçons tirées, les guerres modernes continuent de produire leurs propres panthères et leurs propres T-34. Sous des formes différentes, mais avec les mêmes promesses, et souvent les mêmes illusions.